Salut les épicurieuses et les épicurieux. Aujourd'hui, je pense que je vais en faire saliver plus d'une et plus d'un. Vous êtes prêts? Attention. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire des bonbons. Qui les a inventés, comment on les fabrique, les durs, les mous, comment on leur donne de la couleur et pourquoi les bonbons, on adore ça. Qui a inventé les bonbons? Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Perses envahissent l'Inde. Ils y découvrent un roseau qui, selon leurs propres termes, donne du miel sans le concours des abeilles. Vous avez bien sûr reconnu la canne à sucre. Elle pousse en Inde et en Chine depuis au moins 8000 ans. Les habitants la mâchonnent un peu comme on le fait avec un bâton de réglisse. Il en sort un jus savoureux. En Inde, ce jus est baptisé Sarkara. Sarkara, sucre, ça se ressemble tout ça? Bien vu. C'est effectivement ce terme tiré du sanskrit qui donnera le mot sucre dans la langue française. Mais revenons aux Perses. Ils rapportent la canne chez eux et se mettent à la cultiver. Puis, les Arabes étendent sa culture à d'autres régions méditerranéennes. Le sucre ne débarque en Occident qu'au XIe ou XIIe siècle, quand les croisés le rapportent d'Orient. À l'époque, on parle de sel sucré. C'est vrai que les deux se ressemblent, mais ils n'ont pas le même goût. Et on le considère d'ailleurs comme une épice. Et comme toutes les épices, il est vendu à prix d'or. Du coup, sa consommation est réservée à l'aristocratie. On l'utilise pour préparer des fruits confits ou des confitures. Comme le sel, le sucre permet de déshydrater les fruits et donc de les conserver, car en l'absence d'eau, les bactéries ne peuvent plus se développer. À cette époque, il est vendu par les apothicaires. Aujourd'hui, on dirait pharmacien, car on lui attribue aussi des vertus thérapeutiques. Ah, des bonbons pour aller mieux! On savait vivre au Moyen-Âge. Au XVe siècle, un cuisinier lance la mode des épices de chambre. Cette friandise peut véritablement être considérée comme l'ancêtre de nos bonbons. On utilise du gingembre, des amandes ou de la cannelle que l'on fait rissoler dans du sucre et que l'on déguste à l'issue du dîner avant de se mettre au lit. On pensait alors que le sucre soulageait les douleurs de poitrine et facilitait la digestion. Peut-être qu'il servait aussi à masquer le mauvais goût de certains aliments. C'est bon, mais ça vaut pas un bon bonbon. Si vous aimez vraiment les bonbons, c'est surtout Catherine de Médicis qu'il faut remercier. À l'occasion de son mariage, l'Italienne glisse plusieurs recettes au goût sucré dans son trousseau et les rapporte en France. Selon certaines sources, l'un de ses confiseurs, un certain Jean Pastillat, aurait répandu la mode des pastilles à base de gomme arabique et de sirop de sucre. Jean Pastillat, pastille, ça ne s'invente pas, et pourtant, le nom du confiseur n'a rien à voir avec le nom du bonbon. Au XVIIIe siècle, les premières confiseries ouvrent leurs portes à Paris. La bourgeoisie se précipite devant les gommes, les pastilles aux fruits, les marrons glacés, les dragées, les fruits confits, les pralines. Ah, enfin! Doucement, ces friandises coûtent encore bonbon. Enfin, coûtent cher. Tiens d'ailleurs, savez-vous quelle est l'étymologie du mot friandise? Il vient du participe présent du verbe frire qui signifiait brûler d'envie, frétiller d'impatience. Ce n'est qu'au XIXe siècle, grâce à la découverte du sucre de betterave, que le bonbon se démocratise. Moins cher que le sucre de canne, le sucre de betterave libère l'imagination des confiseurs et conduit à l'explosion des formes, des couleurs et des saveurs. C'est aussi pendant cette période de la révolution industrielle que les techniques de fabrication des bonbons ont le plus progressé. Allez, direction la cuisine. Pour fabriquer des bonbons, on fait fondre du sucre dans de l'eau et on élève la température. Les molécules de saccharose qui composent les cristaux de sucre se séparent. Mais ce n'est pas tout. En plus du sucre et de l'eau, on ajoute du sirop de glucose, un liquide très visqueux obtenu à partir d'amidon de blé ou de maïs. Ce sirop empêche le sucre de cristalliser trop vite. C'est important. Ça laisse du temps au confiseur pour façonner différentes formes de bonbons. Par la suite, ça permet aussi aux bonbons de mieux se conserver. Ça permet également de faire monter la température du mélange initial. Sans ce sirop de glucose, le sucre brûle très rapidement. Ok pour les ingrédients, mais c'est quoi alors la différence entre ça et ça? Eh bien justement, le confiseur va jouer sur la température pour confectionner différents types de bonbons. À 100 degrés, on obtient
un sirop qui forme un petit filet. On appelle cela le nappé. Quand la température atteint 120 degrés, ça commence vraiment à devenir intéressant. En effet, entre 120 et 126 degrés, on peut fabriquer du nougat ou de la guimauve. J'adore. Entre 145 et 150 degrés, le sirop durcit, il devient cassant car il a perdu beaucoup d'eau. Tous les bonbons dits de sucre cuit, les sucettes, les berlingots, sont fabriqués à cette température de chauffe. Et puis, au-delà de 150 degrés, le sucre brunit et on obtient du caramel. En France, il existe 13 variétés de bonbons et plus de 600 spécialités régionales. Des durs, des collants, des mous comme celui-ci ou celui-là. Vous savez, les bonbons qui collent aux dents. Ce qui leur donne cette consistance particulière, c'est la gélatine qu'il y a à l'intérieur. Alors pendant longtemps, les confiseurs ont utilisé du collagène. Il s'agit d'une protéine extraite de la peau animale, du porc ou du bœuf. Après l'avoir fait bouillir pendant des heures, ce collagène est transformé en gélatine. Puis il est ajouté au mélange et c'est lui qui donne de l'élasticité aux bonbons. Bon, je sais, ça donne moins envie. Heureusement, de plus en plus de marques se passent de cette gélatine et utilisent désormais de l'amidon ou des algues pour donner cette texture à leurs bonbons. Moi, j'adore les bonbons à la fraise. Et là, c'est très étonnant. Pour fabriquer un bonbon rouge, par exemple, ils n'utilisent pas des fraises, mais du jus de betterave. Pour un bonbon vert, du jus d'épinard. Pour un bonbon jaune, du curcuma. Un bonbon orange, du paprika. Il a pourtant pas goût de betterave, ce bonbon. Il faut en effet distinguer le colorant et les arômes. Pour obtenir le goût souhaité, les confiseurs utilisent souvent des arômes artificiels, c'est-à-dire des produits de synthèse qui reconstituent chimiquement les molécules aromatiques du fruit. Fraises, oranges, pêche, framboise. Mais pourquoi aime-t-on autant les bonbons? C'est dans la tête que ça se passe. Ils agissent sur notre cerveau. Quand on les croque, les glucides qu'ils contiennent provoquent la libération de dopamine, qu'on appelle aussi l'hormone du plaisir. Le même phénomène se produit d'ailleurs quand on consomme des produits gras. Pourquoi? Eh bien parce que ces produits contiennent beaucoup de calories, autrement dit l'énergie dont a besoin notre organisme. La libération de cette hormone du plaisir a incité nos lointains ancêtres à se nourrir par plaisir. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là. Et même si les bonbons, c'est bon, eh bien, il faut y aller mollo. Car justement, ils sont très riches en glucides et que les glucides qui ne sont pas utilisés par notre organisme sont stockés sous forme de graisse. Donc, les bonbons, c'est un de temps en temps. Et comme le dit la formule, pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Tiens d'ailleurs, quel parfum préférez-vous? Allez, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas passer à côté des bonnes choses. Des durs, des collants, des mous, comme ce... Hop! Beaucoup de confiseurs utilisent des colorants.